messieurs, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Son Détour, le rendez-vous de tous les mardis. Alors, est-il interdit de débattre sur la modification ou non de la Constitution? C'est le thème de ce soir, disons la question que nous nous posons tous aujourd'hui et nous allons essayer de répondre avec nos invités puisqu'ils sont sur ce plateau. Donc, c'est possible de débattre sur la Constitution. Alors, je m'en vais les présenter tour à tour. Monsieur Martin Berry, ancien ministre d'État. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur Jean-Baptiste Bouboutou Bemba, notaire. Bonsoir. Bonsoir. C'est un habitué de Son Détour. Deuxième fois. Monsieur Jean-Pierre Bembo. Bonsoir. Bonsoir. Juriste également. Et puis notre ami Aziz Dominique de Marseille, qui n'est pas un juriste, mais un ancien étudiant, peut-être du ministre Martin Berry, mais journaliste de renom, directeur de publication du journal Le Choc. Il va nous rejoindre sur ce plateau pour débattre de cette question. Alors, jusqu'en 2016, le débat sur la modification ou non de la Constitution doit occuper une grande partie de l'opinion. Alors, lorsqu'on demande aux états-majors des partis politiques qui a lancé ce débat et pourquoi tout le monde s'agite autour de cette Constitution, personne ne répond. Les intellectuels, les juristes et au premier, les partis politiques qui sont concernés par ce débat, d'aucuns daignent expliquer clairement à l'opinion pourquoi devrait-on craindre ou non la modification de la Constitution. Pour ceux qui sont préoccupés par l'accession ou la conservation du pouvoir, ils y voient un test pour apprécier la capacité des Congolais à s'emparer d'un débat qui n'en est pas loin d'être un non-événement. Un non-événement, diriez-vous, si ce n'est que la modification de la Constitution en Afrique passionne toutes les catégories et les couches sociales. Et ce débat survient toujours à l'approche des échéances électorales. Au Congo, 2016 sera le test grandeur nature. Tout ce qui compte de cadre et d'intelligentsia au Congo reste suspendu à la parole du chef d'État. Que dira-t-il? Va-t-il se lancer dans l'arène pour décliner ses intentions comme l'épousent ses opposants, alors même qu'il n'a pas fait allusion à la modification ou non de la Constitution? Un tel silence ouvre-t-il la voie à toutes sortes de spéculations? Pour l'interrogation. La Constitution n'étant pas un texte immuable et inscrit dans le marbre pour ne pas subir de toilettage. Mais peut-on modifier la Constitution? Oui, répondent tous en chœur. Mais tout n'est pas modifié. Tout n'est pas à être modifié. Et pourquoi? C'est ce que nous allons voir avec nos invités qui ont bien voulu placer avec nous cette émission sur un angle purement juridique et non politique, mais comme il y a des politiciens sur ce plateau, je ne crains que nous nous fassions entorse à cette règle. Alors, peut-on débattre sur la modification de la Constitution? That is the question que nous allons poser à tout le monde. Monsieur le ministre, peut-on débattre de la modification de la Constitution? Mais cette question, excusez-moi, c'est presque une injure à la démocratie. Injure à la démocratie, il n'y a aucune raison. Quand on lit la Constitution congolaise, même les pratiques quand même qui prévalent dans le pays, il n'y a aucune raison. Puisqu'on en débat déjà depuis près de 2 ans, on est là-dessus. Hein? En fait, aujourd'hui, nous avons le devoir d'éviter les dérives. Les dérives, c'est ça le grand problème. Parce que ça va dans tous les sens, on ne sait pas très bien pour qu'on débat, c'est pour arriver à quel résultat, c'est pour alimenter quoi. Il y a des sous-entendus, des malentendus, des non-entendus. Alors, je crois que il faut sortir de ce flou, des désordres organisés, pour avoir des objectifs, des principes
qui vont converger vers une élection présidentielle en 2016 démocratique qui va préserver les acquis de cette période, les renforcer, parce que le pays maintenant a les moyens de se construire et il doit se construire. Voilà la manière dont je perçois la question que vous nous posez si gentiment. Très bien. Alors, Maître Mobutu, je crois que en Afrique, on a toujours tendance à débattre des questions de modification au nom de la Constitution, souvent à l'approche des échéances électorales. Et ces questions-là ne sont jamais sans arrière-pensée. Aujourd'hui, on a jeté une espèce de boule puante dans l'opinion. On ne sait pas pourquoi. Alors, peut-on débattre librement, d'abord de la Constitution et des amendements qu'on peut opérer? Si oui, mais pourquoi cela agite tant le landerneau? Merci. La question est tellement délicate que je voudrais faire une sorte d'introduction qui doit être un échauffement pour créer effectivement le débat de ce soir. Ça permettra à Aziz Dominique de se poser. De se positionner également. Effectivement, nous sommes à une période charnière, sinon nous sommes à la croisée des chemins dans l'histoire sociopolitique de notre pays. Et la Constitution qui est mise en relief, qui devient une sorte de passion dans l'esprit de tous les intellectuels congolais en particulier, et de tous les compatriotes, bien sûr, qui sont intéressés par ce sujet, fait que nous approchons bientôt d'une élection présidentielle dont le point de mire sera 2016. Et depuis que la constitution actuelle de 2002, puisque ce n'est pas la première constitution dans l'histoire du Congo, a mis en place un système et des gens qui sont au pouvoir depuis un certain temps. Et la période part de 2002, avec un mandat de 7 ans, qui a été renouvelé en 2009, et nous arrivons au terme de ce mandat. Et forcément, vu que ce temps arrive, ça suscite, bien entendu, des interrogations sur des problèmes de fond vis-à-vis d'une sorte de transition qui doit se faire, sinon d'une alternance possible dans quelques années. Et d'où ces passions, ces interrogations. Mais il ne faudrait pas que cela, bien entendu qu'il faut qu'on en discute pour répondre à la question que vous me posez, mais ça ne doit pas susciter aussi de la hantise, de la peur. C'est un débat de tous les concitoyens, c'est un débat national sur le sujet de la Constitution. Maintenant, dans le fond, est-ce qu'il y a lieu de discuter de cela? Est-ce que ça doit susciter toutes les passions? Nous allons peut-être intervenir tout au long de ce débat, mais il faut mettre en relief que ce débat qui passionne tant maintenant n'est que la corrélation d'une élection présidentielle à venir et dans quelques temps, puisque le temps fait le temps, en guise d'introduction. Corrélation d'une élection présidentielle à venir. Alors, les gens seront quand même surpris de voir qu'on a invité sur ce plateau M. Jean-Pierre Bembo. On a l'habitude de l'inviter ici pour parler souvent de la RDC, du conflit à l'est de la RDC. Mais juriste de formation, nous avons pensé que originaire de la RDC, il n'y a pas si longtemps, que nous aussi nous avons suivi une modification de la Constitution qui a fait passer l'élection de 2 tours à 1 tour, n'est-ce pas, au suffrage universel. Et certains y ont vu une malice. Enfin, en tout cas, il y a déjà un exemple de modification qu'on peut constater à l'approche des échéances. Monsieur Jean-Pierre Bembo, peut-on discuter librement des modifications de la Constitution sans que cela ne prête ni à suspicion et ne fasse l'objet de procès en sorcellerie? Merci beaucoup. Je crois que la Constitution, c'est la loi fondamentale et cette loi prévoit comment les gouvernants en place doivent gérer la cité. Et souvent, lorsqu'on annonce
la modification de la Constitution, le problème tabou, c'est surtout la durée, le nombre et la durée des mandats de président de la République. C'est ça qui pose problème, parce que l'opposition a toujours pensé que lorsqu'on prévoit la modification, le pouvoir a tendance, en Afrique bien sûr, de réviser la Constitution en faveur de des gouvernants en place. Voilà pourquoi, lorsqu'on annonce la révision, il y a un mouvement, il y a des peu de turbulences et souvent cela met un peu mal à l'aise les gouvernants. Mais on peut se demander s'il faut considérer la Constitution comme un contrat social. Un contrat social, c'est-à-dire ici, le contrat, c'est une convention. Et on peut se poser la question, est-ce que peut-on réviser la Constitution et pourquoi? Quelles sont les causes? Parce que si nous prenons le principe de la convention, du contrat, on a toujours dit les conventions légalement signées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés et doivent être révoqués que de consentement mutuel et pour les causes prévues par la loi. Et quelles sont les causes aujourd'hui qui font qu'on parle de la révision de la Constitution? Et pourquoi cette agitation au niveau, surtout de l'opposition? Il y a beaucoup de questions à se poser. Pourquoi aussi, de l'autre côté, il y a une grande littérature, il y a des débats à la télévision, tout ça, on doit se poser la question. Et cela ne se passe surtout qu'en Afrique. C'est qu'il y a un problème. Et à quel moment cela se passe? Ça me rappelle juge Solon, qui avait été consulté par le grec pour qu'il leur donne la meilleure constitution du monde. Il avait dit, c'est pour quel peuple et pour quelle époque? Pour quel peuple, quelle époque? Et souvent, en Afrique, lorsque vous êtes des gouvernants, on a tendance, souvent, il est rare qu'on réduise le nombre et la durée des mandats du président. Il y a tendance de prolonger. Et ceux qui ne sont pas au pouvoir sont mal à l'aise, l'opposition soit mal à l'aise. Mais malheureusement aussi, je voulais ajouter, lorsque les opposants ont tendance de fustiger ceux qui sont au pouvoir, mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils font pire. Ils font le pire, ils font pire que ceux qui sont au pouvoir. Voilà, tout ça. À propos de littérature, je crois que de l'autre côté de la RDC, j'ai dû entendre qu'un ancien président de l'Assemblée a publié un ouvrage, notamment plaidant pour la révision de la Constitution. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça veut dire qu'en cette période-là, on est fertile d'imagination. Mais mon cher Aziz, est-ce que on doit s'inquiéter ou bien au contraire se réjouir qu'il y ait un débat qui tourne autour de ce qui était considéré comme un sacrilège, le fait d'évoquer la modification de la Constitution? Vous avez même pris à partie des journalistes frileux qui n'osent même pas organiser des débats. Pour débat, c'est comme si ils craignaient de parler de ces questions-là. Oh, oui, parce que vous êtes sur ce plateau, on en parle. Le ministre a dit une chose importante, c'est faire injure à la démocratie congolaise si nous ne sommes plus capables de raisonner. L'arrêt de la raison, c'est l'arrêt du progrès, c'est l'arrêt de l'avancée, c'est l'arrêt de la pensée. Il est tout à fait normal qu'un texte qui a été élaboré par des hommes, 5 ans, 7 ans, 14 ans, après peuvent regarder si ce texte apporte du bonheur au commun des Congolais. C'est l'intérêt général. Le Conseil s'est fait pour défendre l'intérêt général. Est-ce que cet intérêt général est préservé? Est-ce que ce texte a-t-il eu des lacunes ou non? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, évidemment. Mais quand on dit à l'échéance électorale, mais la fin des mandats de ce texte, c'est un grand événement, M. Sow. Le chef d'État peut avoir bien travaillé comme mal travaillé. Dans tous les deux cas, c'est un événement. Un événement heureux s'il a bien travaillé, on dit ben, il a bien travaillé, félicitations, il s'en va. Un événement malheureux si on dit ben, c'est quelqu'un qui nous a amené tout le mal du monde, ben, ils sont. Dans tous les deux cas, la fin des mandats des chefs d'État, c'est un événement.
Donc les gens ne doivent pas s'étonner de ce que cet événement va arriver en 2016 et qu'à la fin du mandat du président Denis Sassou Nguesso, les Congolais peuvent regarder la Constitution. Elle-même, elle dit qu'elle peut être revisable, sauf certains alinéas, oui. Dans ce débat hier, il est même posé dans la Constitution elle-même. Elle est passible d'être revisée, mais on peut la reviser, mais il y a des alinéas qui ne sont pas à reviser. C'est ce que les textes disent. Donc, parler de la Constitution, revision de la Constitution ne doit pas surprendre des Congolais qui sont des gros intellectuels. Je ne fais pas injure à ces populations et qui est bourrée de sages, de grands intellectuels et qui évidemment peuvent parler sérieusement. Regardez les États-Unis. Dit-on c'est la plus grande démocratie au monde et créée en 1780, c'est leur constitution. Ils l'ont revisée plusieurs fois. Il y a 27 amendements qui sont aujourd'hui portés. Mais ils ont proposé des centaines et 27 amendements ont été acceptés. Si 27 fois on a ajouté une petite phrase de la Constitution américaine, pourquoi celle du Congo ne peut pas se servir cet exemple démocratique brillant également pour modifier ou pour ajouter ou pour amender. De toute façon, on va tourner ça l'intérêt général. Et le professeur ici, le juriste, l'a dit. Pourquoi est-ce que l'opposition pense que c'est pas à sa faveur? Pourquoi est-ce que le pouvoir pense que c'est à sa faveur? De toute façon, ce qui est important, c'est l'intérêt général. Si nous pensons que l'intérêt général est sauvegardé, eh bien on y va pour sauvegarder l'intérêt général. Si on doit reviser, évidemment, pour regarder un camp, on aura échoué. Si on doit reviser pour regarder les têtes d'individus, on aura échoué. Parce que les hommes n'est qu'un temps, la loi reste et les hommes passent. Très bien. Mais la loi reste, les hommes passent. J'ai lu dans un ouvrage collectif, pour ce qui concerne l'Afrique, ça ressemble quasiment à une espèce de maladie infantile. Où lorsqu'on arrive au pouvoir, quasiment à l'approche du mandat, on cherche à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, ce que les opposants crient à haut. J'ai parcouru votre ouvrage contre la thèse d'un troisième mandat, mais le titre est peut-être différent du contenu parce que je prends un passage que vous avez écrit. Il faut pouvoir poser un acte puissamment symbolique cette année-là, donc l'année 2016, qui ferait entrer le Congo par la grande porte de l'histoire des luttes démocratiques de notre continent. C'est cela, page 9. Alors, moi, j'aurais bien aimé savoir quel serait cet acte puissamment symbolique dont vous faites allusion. Cet acte serait-il juridique ou bien politique, et, puisque c'est en rapport avec la modification de la Constitution? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je pose que des bonnes questions, monsieur le ministre. C'est une très bonne question. Je vous dis pourquoi. Vous voyez, nous sommes tous africains. Nous sommes tous africains. Depuis 50 ans, nous nous regardons. On voit ce qui se passe au Gabon, au Sénégal, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Ghana, etc. Tout ce qui réussit nous rend fiers. Tout ce qui ne réussit pas nous afflige. Bon, je vois que ce sentiment, il est beaucoup plus profond dans les générations de l'indépendance. Aujourd'hui, on est un peu olé, on est congolais, on est ceci. Ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas tout à fait notre problème. Moi, je remarque une chose. À l'indépendance, le Congo-Brazzaville était un des pays les plus évolués politiquement. Incontestablement. C'est pas, je parle de l'indépendance. Prenons un point de repère, l'indépendance. Et à un moment donné, nous avons participé à la libération de l'Afrique. Ça, ce n'est pas de la chansonnette. Hein? Ghanao, moi, et le défunt Mankou, sous la houlette du président Massamba Deba, il n'y aurait jamais de MPLA au pouvoir aujourd'hui sans le Congo-Brazzaville. C'est au Ghana que ça s'est fait en 1966. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout ça, on le perd de vue. Nous, on grandit et on vit un peu dans cette grandeur-là. Alors, j'ai honte de constater que la Tanzanie, en Tanzanie, ce n'est plus un problème, une élection présidentielle. Ça va comme sur des roulettes. Au Ghana, ce n'est plus un problème. Au Sénégal, ce n'est pratiquement plus un problème. En Zambie aussi, etc. Pourtant, ils ont connu des crises. Mais j'estime que pour la place que notre pays a occupée
dans l'histoire de ce continent. Notre place est parmi ces pays, pas ailleurs. Et j'estime que 2016 doit être cette occasion où nous allons compter parmi les premiers d'Afrique. Voilà. Une ambition patriotique qui me ronge. Moi, je tiens à ce qu'on parle du Congo en 2016, comme on parle du Sénégal, comme on parle du Ghana, comme on parle de l'Afrique du Sud. Nous le méritons. Mais nous voulons tout le temps cafouiller. Enfin, on n'a pas conscience de notre grandeur réelle en Afrique. Notre place n'est... Encore que, bon, disons, depuis près de 10 ans maintenant, la stabilité s'installe, la paix s'installe. Donc, il y a comme une base, comme une rampe de lancement qui peut nous permettre d'atteindre ces sommités. Alors, voilà le vrai problème. Ce n'est pas les histoires de l'opposition qui a dit, le pouvoir a dit, mais non. En tout cas, pour moi, patriote, mon problème n'est pas là. Mais à tous qui ont conscience de ça, nous devons joindre les mains pour que 2016 soit un succès. Mais ce succès, il sera comment? Mais dans la capacité que nous aurons de respecter notre Constitution. Ailleurs, ils n'ont pas fait de miracles. Ailleurs, ils n'ont pas fait de miracles. De respecter nos dirigeants, nos anciens dirigeants. On ne doit plus s'inquiéter d'avoir dirigé un pays dans ce pays. On doit collaborer à l'avenir qui se dessine devant soi. Dès lors que cet état d'esprit sera en nous, avec nous et pour nous, eh bien, on est parti. Or, aujourd'hui, quand j'entends la musique ici et là, j'ai l'impression que chacun prêche un peu pour sa chapelle. Chacun dit, mais tout ça, si je cède là, mais demain, je serai quoi? Mais on a dit, on a fait... Non, c'est humain, tout ça, c'est humain. Mais si, à un moment donné, nous ne dépassons pas ça, nous ne serons plus un pays. Surtout que nous avons un danger qui nous guette aujourd'hui, c'est l'Afrique ne se construit pas. Nous sommes quand même un pays d'appel à l'immigration, avec toutes les richesses qu'on a, toutes les initiatives qu'on prend. Le Congo, dans 5 ans, peut avoir 10 millions d'habitants, croyez-moi. À l'époque, quand on voyait les Rwandais avec des moutettes sur la tête, et oh, mais ces gens-là, mais comment? Mais pourquoi ils peuvent tout le temps faire comme ça? Quand nous avons marché de braver la pointe nord, nous tous aussi, chacun prenait son chemin, on passait par Djambala, on allait rejoindre, je ne sais pas où, on filait sur le chemin de fer. Là, on a compris que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, préparons-nous, nous avons un avenir où il y a beaucoup d'espoir, mais également, il y a aussi beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers. Ne continuons pas dans l'infantilisme qui... Comment? Quel est ce pays où tout est mal? Tout est toujours mal. On a peur de tout. On ne peut prendre aucune initiative. Il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de citoyens. Mais enfin. Il n'y a pas de sacrifice. Voilà. Donc, mon point de vue, cette phrase-là, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je veux, je souhaite, je me bats. Pour que 2016 soit un passage. Voilà, un passage vers ce que je peux appeler, entre parenthèses, la modernité démocratique africaine. Puisqu'après tout, nous n'allons pas rêver de la démocratie. C'est celle que nous pratiquons. Mais dans celle que nous, les Africains, sommes capables de pratiquer, bon, ce qui se fait en Afrique du Sud, au Ghana, et dans d'autres pays que j'ai cités, c'est déjà quelque chose. Si déjà nous, on peut aller là, c'est pas mal. Voilà. Maître, mais je revenais à la deuxième partie de ma question parce que ça, ce n'était que la première. Mais la deuxième, j'y revenais, mais la loi, elle est froide. La Constitution aussi, elle est froide. Et comme disent, elle est taillée sur du marbre. Elle ne peut pas être modifiée ni modifiable parce que là, au moins, il y a des textes et chacun doit s'y conformer. Alors, qu'est-ce qui explique ou qui expliquerait que de temps en temps, on fasse en torse, alors que souvent, c'est des textes qui sont plébiscités à plus de 90%, 95%, comme à l'époque bolchevique. Mais qu'est-ce qui fait que, par certains moments, on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut qu'on modifie?
Merci. Je vais reprendre tout à l'heure la définition du professeur qui nous a un petit peu donc mis sur la rampe du raisonnement. Mais la Constitution, pour ne pas répéter, est une loi fondamentale avec un caractère, il ne faut jamais l'oublier non plus, impératif. Parce qu'une loi peut avoir un caractère supplétif, mais ici nous sommes dans une hypothèse d'une loi qui a un caractère impératif. La Constitution, mon ami Aziz Dominique de Marseille l'a dit, et j'avais prévu ça pour la conclusion, à quoi sert réellement une Constitution, au-delà de l'aspect structurel, organisationnel d'un État, avec toute la configuration que cela exige dans les fondamentaux que nous apprenons en théorie de sciences politiques, mais ça sert à rendre un peuple heureux, ça sert à mettre un canevas de travail, de discipline, de rigueur de chaque citoyen. Ceux qui arrivent aux affaires gouvernent et la gouvernance est limitée dans le temps. Et cette limitation dans le temps a été réfléchie depuis l'époque, s'il faut repartir dans les courants de pensée, c'est l'époque des hommes de lumière. J'en citerai peut-être pas, mais Hobbes, John Locke, Montesquieu, etc., etc. Et donc, ils avaient réfléchi sur cette manière de gouverner, que le pouvoir devait s'exercer dans la durée. Celui qui a accédé aux affaires devait être là pour une durée bien déterminée. Une fois que le mandat arrivait à terme, il était question qu'il y ait un renouvellement citoyen du choix des dirigeants, dont la compétition se fait, et c'est ce qui caractérise même la pensée de l'alternance au pouvoir. C'est ce débat renouvelé chaque temps à une période donnée où celui qui est au pouvoir, ou ceux qui sont au pouvoir, remettent en cause devant la société pour qu'il y ait un choix qui peut être renouvelé. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre Constitution actuelle, que j'aimerais bien voir perdurer dans le temps, puisque apparemment elle nous apporte la stabilité tant recherchée depuis l'avènement de la démocratie au Congo lors de la conférence nationale de 91. Maître, je juste vous interrompre 5 secondes. Question d'indiquer à nos amis qui s'impatientent déjà là-bas, qui veulent intervenir, que nous allons donner la possibilité pour qu'ils interviennent après. On laisse d'abord que le débat s'installe et puis après, ils interviendront. Sinon, ils vont nous interrompre. Alors, pour ne pas perdre mon fil d'idée, donc la durée est un fondamental. Celui qui gouverne le fait dans la durée. Il y a un choix qui est renouvelé, un choix citoyen, le choix de ses dirigeants. Et c'est cet apport moderne et qui est même universel, celui de l'alternance. Donc, la Constitution de 2002 prévoit cela. Et en l'occurrence, j'ai lu avec beaucoup de gourmandise la brochure élaborée par le ministre Mbéry Martin. L'article 57, si je ne me trompe pas, prévoit la durée du mandat présidentiel, en l'occurrence, pour 7 ans. 7 ans renouvelables une fois. Tout à l'heure, le professeur parlait qu'en Afrique, on a tendance à augmenter les années. Le Congo devient une exception, en l'occurrence, parce que dans la plupart des cas, et ça devient une donne universelle, le mandat est réduit à 5 ans pour la plupart des cas, sauf les États-Unis où on a une durée de 4 ans. Donc, et la Constitution, pour faire l'historique sociopolitique de notre pays, la Constitution de 92 prévoyait une durée de 5 ans. Donc, depuis celle de 2002, nous prévoit une durée de 7 ans qui est exceptionnelle dans la configuration constitutionnelle de la plupart des pays africains. Et là, c'est pour dire qu'ici, il y a une avancée aussi dans ce sens, puisque il y a une universalité dans l'esprit juridique. Et c'est pour revenir aussi, pour terminer, sur la question de l'alternance. C'est une pensée des hommes des Lumières, à l'époque, qui devient universelle. Le gouvernorat d'un pays se fait dans l'alternance, dans la durée du mandat.
et par conséquent dans le respect des dispositions constitutionnelles qui ont un caractère impératif. Très bien. Monsieur Bembo, caractère impératif de la Constitution, mais on peut aussi par moment constater que il y a des imperfections que l'on peut peut-être toiletter dans ces conditions-là. Bon, merci beaucoup. C'est pour ce que je dirais tout à l'heure, c'est pour ajouter ce que Maître a dit, l'un des caractères de la loi, le caractère impératif, mais il y a aussi le caractère impersonnel. Ça fait partie de la loi. Si notre constitution, nos constitutions africaines, tiennent au caractère de la loi, le caractère impersonnel, c'est-à-dire ça peut s'appliquer à n'importe qui et non pas à une catégorie d'une personne, des personnes, et ce caractère impératif, je crois que demain en Afrique, on n'aura pas de perturbations à la veille des élections ni à la fin du mandat. On doit s'en tenir à ce caractère de la loi, ces deux caractères impersonnels. Ça peut s'appliquer à tout le monde, quel que soit le président qui arrive au pouvoir. Il ne sera pas dérangé ni gêné. Et le caractère impératif, il sera obligé d'être assujetti à cette loi, à cette constitution. En plus de cela, on doit tenir sur compte que nous avons choisi en Afrique de manière générale le principe de la démocratie. Et dans la démocratie, lorsqu'on parle de la démocratie, c'est un état de droit qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter. Dans la démocratie, les gouvernants, le principe de la démocratie postule que les gouvernements sont élus par le peuple et doivent agir en accord avec ce peuple. Mais toujours, il y a des problèmes. Et je ne parlerai pas de référendum dont le résultat, parfois, est biaisé. Nous connaissons, ça me rappelle à l'époque de Mobutu, il y avait un référendum, et puis il a donné son résultat de référendum. Le problème, semble-t-il, c'était de donner fidèlement le résultat de ce référendum. Il y avait aussi le problème de fiabilité de l'organisation de ce référendum. Le problème se pose en Afrique, la fiabilité du référendum. Et des résultats aussi bien pour l'élection présidentielle, l'élection législative, etc. Parce que je crois que si c'est reparti un peu en RDC, c'est parce que une partie de l'opposition pense que les résultats n'étaient pas ceux-là et que d'autres auraient gagné. Mais bon, comme il faut toujours des commissions électorales indépendantes pour essayer un peu de réguler nos élections, bon, on en est encore là. Mon cher Aziz, pourquoi lorsque on vote les constitutions, ceux qui soumettent ces projets à l'approbation de la population subissent finalement le contre-coup de se dire mais c'est votre constitution, c'est vous qui l'avez mis en place, c'est vous qui l'avez demandé à voter. C'est-à-dire que c'est comme si le caractère impersonnel que venait de décrire M. Jean-Pierre Bembo n'épouse pas les... je vais dire... le bon sens des Congolais. Comment expliquer cela? Pourquoi est-ce qu'on aurait dû la Constitution de 92, c'est la Constitution de Milongo, bon, c'est de 2002, c'est de Sassou, alors que c'est la Constitution congolaise. Mais Sony, nous n'avions pas aujourd'hui l'expérience des pays avancés comme les États-Unis, la France et autres. Mais la démocratie instaurée au Congo, je peux dire, mon peuple n'était pas encore né. Mais si la démocratie a moins de 25 ans, de 30 ans, ça dit qu'on n'a encore rien fait. Nous sommes encore sur le chemin de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on appelle? Il y a deux éléments fondamentaux. Le caractère impératif impersonnel, qui sont les deux sources sur lesquelles se repose la loi fondamentale. Mais les Congolais ou notre petite culture en démocratie qui est en train d'évoluer, je ne peux pas un jour à la nation, on devrait comprendre que les Congolais devraient assumer et assimiler le caractère impératif d'une loi. Est-ce qu'ils ont vraiment eu l'enseignement sur l'impératif et le caractère impersonnel? C'est-à-dire, quand on parle de modification de la Constitution, ne voyez pas la tête de Pierre ou de Paul
Quand on parle de respect de la Constitution, ne voyez pas la tête de Pierre ou de Paul. C'est le consensus qui nous a amené à mettre en place une loi fondamentale. Elle s'applique à nous puisque nous avons dit, et comme le procès dit par référendum, le mot qu'il n'aime pas parce qu'évidemment on trompe par-ci par-là, mais le problème de fond n'est même pas parce que les référendums sont bons ou mauvais, mais le principe doit être d'abord acquis. Un pays qui ne met pas en place des principes d'évolution, mais on met alors en place des principes de régression. Si le référendum est un principe d'évolution, vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Mettons de l'application, si les hommes brillent par leur indiscipline, par la tricherie, c'est pas que les textes disent qu'il faut tricher. Ça, c'est le côté humain de jouer avec les textes qui ne leur donnent pas l'autorisation de se comporter comme ça. Allez dans un pays, on vous dit, si vous voulez, on vous coupe la main. C'est un principe. Mais dans un autre pays qui dit, si vous voulez, on vous met en prison, on vous coupe pas la main. Dans un pays qui vous dit, si vous voulez, on vous tue. Dans un pays qui dit, il n'y a pas la peine de mort. Les principes sont posés et chacun pense que le pays qui n'a pas la peine de mort, il y en a qui pensent que c'est le pays en évolution. Mais le pays qui a la peine de mort, on pense que le pays est en régression, puisqu'on peut plus. Voilà les principes. Donc, les principes, il faut les poser. Un peuple va au référendum pour faire une constitution. Même si les magistrats se sont entendus dans une chambre, ils ont rédigé la plus belle constitution du monde. Elle n'est valable, alors là, valable que si. Alors que si et seulement si le peuple se présente et dit par référendum, nous sommes d'accord. C'est une affaire de tout le peuple. Et en même temps, même s'il faille reviser, même s'il faille tout ce qu'on appelle le caractère inviolable d'une constitution, il y a 2 alinéas dans notre constitution qui disent le caractère sacré de l'État, de la République. Il ne faut pas modifier la forme républicaine de l'État. Il faut également modifier les mandats. Mais ces principes sont faits de telle sorte que nous devons les respecter. Mais l'évolution de l'humanité, l'évolution de l'homme, arrive à ce moment où nous lisons, nous regardons. Puisque pour moi, je ne suis pas juriste, mais je suis analyste et journaliste, pour moi, toute belle constitution est importante quand elle apporte le bonheur des citoyens. Elle peut être de belles lettres, on peut la respecter à la lettre, mais si son respect suffit de respecter parce qu'on pas demandé un autre et que le peuple continue à avoir fait, n'a pas son électricité, n'a pas son eau, on peut passer d'un chef d'État à un autre, on peut passer de 1000 chefs d'État à un autre chef d'État, tant que cela n'a pas apporté le bonheur des citoyens. Pour moi, les belles lettres n'ont jamais fait le bonheur d'un pays. Le bonheur d'un pays se fait de l'application stricte, non seulement de la Constitution, mais également de trouver le bonheur d'un peuple. Qu'on se dit, ce pays, voilà comment il a évolué. Il évolue mentalement, il évolue structurellement, et que chacun trouve son compte. Autrement dit, les belles lettres feraient bien, tous ces pays du monde seraient déjà des pays très évolués, puisque quand vous lisez toutes les constitutions, mais elles sont que belles. Elles ne sont que belles. Je ne connais pas un pays qui dit, j'ai la plus vilaine constitution du monde. Alors pourquoi ça acharne tant à les modifier, surtout chez nous en Afrique? Et le débat certainement va s'ouvrir, puisque on a connu ailleurs au Niger, il y a eu une modification, mais ça n'a pas porté bonheur à Amadou Tandja, je crois. Mais au Congo, on a modifié, comment on appelle ça là, on a changé la Constitution de 1992, oui. On a adopté celle de 2002. Aujourd'hui, on lance le débat. Et oui, on lance le débat pour dire c'est possible de modifier la Constitution. La Constitution, même dans ce que nous avons lu, on peut la modifier. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas toucher. Mais tu voulais réagir? Oui. Pourquoi pas toucher d'autres? Pourquoi pas d'autres? Non, il ne faudrait pas qu'on fasse aussi l'amalgame entre ce qui s'est passé dans le cadre référentiel du Niger, où il y a un président qui est en fin de mandat, qui est réélu pour un second mandat, et qui, à la fin, du point de vue constitutionnel, de son exercice du pouvoir présidentiel, doit ne plus se présenter devant ses concitoyens, demande à ce que la disposition de durée de mandat soit révisée à l'effet de lui permettre de se présenter à la prochaine élection pour un 3e mandat. Et c'est ce qui a créé tout ce chambardement au Niger. Au Congo, nous ne sommes pas dans cette condition lorsque nous avions eu la Constitution de 92 pour passer à celle de 2002. La Constitution de 92 a été abolie dans son entièreté du fait d'un événement dramatique qu'a connu notre pays, la guerre de 97, qui a endeuillé notre pays. Et nous avons eu à ce moment-là une période transitoire qui a
amené en 2002 à ce qu'il y ait une nouvelle constitution. Le président élu depuis 2002 l'a été jusqu'en 2009. Il a été réélu, comme l'exige l'article 57 de la Constitution de 2002, pour un deuxième mandat. En 2016, son mandat devra arriver à terme. À ce moment-là, et c'est là où la question turlupine tous les intellectuels et tous les concitoyens, il faut le dire, se représentera-t-il ou non devant le peuple congolais? Voilà la véritable question qui se pose et qui fasse que les états-majors politiques aussi pinaillent sur le sujet. La question fondamentale, est-ce que le président de la République va-t-il se présenter en 2016? Comment, alors que les dispositions constitutionnelles ne lui permettent pas de le faire a priori? Voilà. Alors, non, moi je crois que, bon, je suis très flatté de constater que j'ai sur le plateau des juristes qui traitent les questions de façon fine, mais je me demande si ça aidera la population de sortir l'espèce de cafouillis dans lequel ils sont depuis 2 ou 3 ans. Hein? Ça va dans tous les sens. Par exemple, quand vous posez la question, point de vue juridique, quand vous posez le problème de la révision, mais enfin, allons d'un constat simple. Depuis 50 ans, nous avons eu des constitutions, n'est-ce pas? On a fait comme Tanja parfois, on a fait comme Mobutu parfois. Enfin, on a une histoire constitutionnelle. Bon, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous devons continuer comme ça? C'est-à-dire, bon, chaque fois on tripote ici, on tripote là, ou bien nous voulons nous donner comme un référentiel commun, cette constitution-là qui est là. Parce que n'oublie pas que cette constitution de 2002 est une résultante. Si vous la lisez très bien, vous y trouverez tous les grands principes constitutionnels du Congo depuis l'indépendance. Toute la partie sur les libertés, les devoirs, etc., c'est la même chose. Même au niveau de l'exécutif. On a un exécutif puissant, mais la formulation n'est pas la même. Mais depuis l'indépendance, on a toujours eu un exécutif puissant. Une assemblée fantoche, c'est comme ça. Bon, est-ce que nous allons continuer à casser, recommencer, ou bien nous disons, prenons la Constitution de 2002, qui a quand même duré 15 ans de pratique, pratiquement duré 15 ans. Donc il y a un socle, quelque chose qui a résisté, qui s'est fait voir. À partir d'elle, frayons les voies d'une évolution. Je dis bien d'une évolution. Frayons les voies d'une évolution. Comme elle doit évoluer, puisque elle a montré ses limites sur certains points, il y a des choses à repréciser, il y a d'autres choses qui étaient complètement, un peu comme liées à la circonstance. Bon, toutes ces choses, il faut que nous puissions faire qu'on ait une conscience plus consensuelle, plus propre. Mais attention, on ne peut pas le faire en un jour. Demain matin, vous vous réveillez, changez. Non, vous regardez, excusez-moi, vous regardez la Constitution. Le prochain président, quel est son travail? C'est consolider les institutions. Quel qu'il soit. S'il vient pour, à son tour, recommencer comme nous il y a 50 ans, là, ça ne vaut pas la peine, parce que le monde évolue. Hein? Le monde évolue, ne nous attend pas. Donc, nous avons besoin de donner à notre peuple une âme. Une âme. Le sens de l'unité. Et la Constitution est justement cet instrument-là qui confère à un peuple une âme. Quand on parle des États-Unis, on parle de sa Constitution. Ça ne veut pas dire qu'elle est la meilleure du monde, non. Les élections aux États-Unis, à l'époque d'El Capone, c'est du banditisme. Hein? C'est du banditisme, mais alors. Si nous, on est passé par là aussi, c'est une étape. C'est une étape. Il ne faut pas continuer à ronronner sur ça. C'est une étape. Résolvons-nous à faire mieux pour les 50 prochaines années à venir. Mieux seulement. Pas parfait, mais mieux. Pour que, ainsi de suite, c'est ainsi qu'on parle de la construction de la nation. Une nation se construit comme ça, pierre après pierre. Donc, nous avons quand même cette fois-ci, pour la première fois, dans notre pays, 3 ans avant l'élection,
on débat des problèmes de cette élection. C'est extraordinaire. Et avec, bien sûr, le niveau du peuple fait que là-dedans, il y a à boire et à manger, il y a tout ça. Mais c'est justement à vous, journalistes, c'est à vous, médias et au reste, d'y mettre un peu d'ordre pour qu'à un moment donné, qu'on sorte du tunnel et qu'on sache où on va. Très bien. Oui, mais monsieur le ministre a dit une chose importante. Vous, journalistes, vous m'avez dit ça dès le départ. Vous savez, dans un article, nous avons écrit ça, il ne faudrait pas que la presse congolaise porte devant l'histoire la responsabilité d'avoir évité un débat qui devrait, en tout cas, faire progresser l'opinion. Quand il n'y a pas l'information, eh bien, la nature horreur du vide, c'est la rumeur qui s'assoit sur le fauteuil de l'information. Et c'est la presse qui est responsable. Si le militaire refuse de prendre son arme pour aller au combat, qui voulait vous faire la guerre, si le chirurgien refuse d'aller au pays, qui voulait qu'il fasse l'opération, qu'il fasse la chirurgie à l'hôpital, le journaliste a prêté serment pour dire je dois servir la nation à un niveau d'éveil des consciences. Et aujourd'hui, cette presse, excusez-moi, je suis journaliste, est en train de fuir le grand débat sur cette constitution. Et nous vous félicitons de l'organiser, comme le ministre dit, il faut bien que la presse fasse son boulot. C'est maintenant qu'elle interpelle les consciences. Pourquoi fuit-elle? Oui, mais Sony. Pourquoi fuit-elle le débat? Oui, mais vous posez la question, pourquoi fuit-elle? Parce qu'on est-ce que vous ne saisissez pas, dans cette espèce de fuite en avant, quelques velléités à peut-être mettre sous scellé les voix de certaines presse. Non, mais attends, autant nous disons qu'il faut respecter la Constitution, mais respecter les lois de la République. Bien sûr. Autant, attends, comment voulez-vous dire non? C'est inviolable. Mais le principe de fait du journalisme est aussi inviolable. Il faut bien que nous respectons la sacralité de l'information, la liberté du commentaire. Laissez-le faire son boulot, il l'a pris. Vous n'allez pas dire à un médecin, écoutez, ma femme est enceinte, ne faites pas la césarienne au ventre, faites la césarienne au dos, mais je ne voulais pas avoir la blessure au ventre. C'est un métier technique qui a ses principes et pour lesquels laissez le médecin faire son boulot. Le journaliste a pris son métier, laissez-le faire son boulot. Si les journalistes ont peur de se faire indexer, il sait d'être journaliste. Si le militaire a peur de mourir de la guerre, il sait d'être militaire. Si le chirurgien a peur d'avoir des morts sur son lit de malade, il sait d'être chirurgien. C'est tout, un point, c'est tout. Monsieur Jean-Pierre Bembo, mais alors pourquoi est-ce qu'on a peur de... Merci beaucoup, cher ami. Pas seulement ici, mais... merci beaucoup. Je crois qu'au Bénin, il y a des gens qui ont voulu un peu... mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça c'est des péripéties. C'est pas ça la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, elle est agressive. On se défend, on combat. C'est ça la vie. C'est trop bien que la vie ressemble à un fleuve calme qui coule comme ça. Bien sûr. Un fleuve tranquille, en fait. C'est mieux à la Lima, ça oui, professeur. J'ai bien suivi l'exposé de son Excellence, le ministre Mbéry, qui a parlé de l'histoire des constitutions africaines. Et dans cette histoire des constitutions africaines, on peut faire observer qu'il y a l'inflation. L'inflation des constitutions. Voilà. Exactement. Mais ça ne règle jamais la question de l'alternance. Non, le problème, c'est que on ne tient pas compte du caractère impersonnel. Voilà. Si nous tenons compte du caractère impersonnel de nos constitutions, on n'aura pas cette inflation. Un. Deux, ça me rappelle un peu un roman des petits-enfants qu'on appelle Alice au pays des merveilles. Vous savez, Alice au pays des merveilles, c'était une petite fille qui s'étonnait de la taille d'une chenille qui changeait à tout moment. Voilà les constitutions africaines. Ça change à tout moment. Et comme je dis, je reviens au caractère impersonnel. Le jour que nous aurons des lois ou des institutions qui vont respecter le caractère de la loi, le caractère impersonnel, ça sera impératif. Et s'il y aura des changements, mais ça ne sera pas des changements qui vont faire couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Très bien. Alors, moi, pas de sang. Voilà. Moi, je m'en vais vous inviter à suivre le micro tout à l'heure que nous avons eu du mal à réaliser sur cette question. Notre collaborateur, Adja Moussa, a essayé de tendre son micro pour savoir ce que pensaient les Congolais sur la modification de la Constitution. Ces 9 minutes ont été assez laborieuses pour avoir des avis, mais vous allez suivre. C'est clair. Avant qu'ils donnent leur avis, je vous dis que c'est de la mystification que de jeter les mots modification, révision. Tout ça, ça ne veut rien dire. Toute constitution a des repères
des références solides, consacrées par l'histoire, que tout le monde respecte, qui incarnent l'âme du peuple. Mais ça, des jeunes peuples comme nous, on est encore en pleine élaboration. On n'y est pas encore arrivé. C'est pour ça que je vous disais que la Constitution actuelle, qui est en fait un concentré des principes que nous avons depuis l'indépendance, a l'avantage depuis bientôt 15 ans. Hein? Elle est là, avec ses U et ses dia, ses hauts, ses bas et ses problèmes. Elle a au moins l'avantage d'exister. Et sur une période. Maintenant, ce qui nous reste à faire, s'il vous plaît, à la veille de 2016, il est quand même normal qu'on réfléchisse pour savoir est-ce que ce socle-là, nous le modifions, nous le vidons, ou bien nous le gardons. Ça, c'est important comme première question. Si nous disons ensemble, nous le gardons, alors maintenant, comment va-t-il évoluer? En soi, il n'est plus question de faire des coups d'État constitutionnels, de faire n'importe quoi. Il est question que quand on est le Parlement, de l'année, il constate par exemple que tel principe a vieilli, qu'il faut peut-être le retoucher, mais on le retouche. Il a ce pouvoir de le faire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sur 10, 15, 20 ans, on arrivera peu à peu. N'ayons plus... Je crois que ce que le professeur a dit est clair. Si l'impersonnalité et le caractère impératif sont respectés, enfin, comment tu vas te lever comme député dans une salle? Moi, je change. Moi, tu vas changer quoi? Tu vas changer quoi? Par contre, tu peux venir avec une étude. Mon étude sur telle question montre que voilà, il faut tenir compte de tel aspect, tel aspect, tel aspect. S'il y a un concours de point de vue, peu à peu, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on change. Mais sans qu'on se querelle, sans que ce soit un problème d'individu. C'est une culture constitutionnelle à acquérir. Très bien. Et nos parents qui vont tout de suite parler là, ils sont encore dans l'ancien modèle. Donc, ils ne nous apporteront pas quelque chose de significatif. Sinon, nous allons nous rendre compte de la diversité d'opinions. C'est ça qu'ils vont nous montrer. La diversité d'opinions, le niveau intellectuel des uns et des autres, n'est-ce pas? Ça va servir dans les laboratoires pour étudier et regarder, mais ce n'est pas ça qui fera que nous sortions à l'issue de ces années-ci. Et vous voyez, on a 3 ans. En Afrique, il y a combien de pays qui ont fait ça? Nous avons 3 ans avant 1976 pour que nous regardions les intellectuels, les populations. Donc, la volonté de faire est là. Très bien. Mais Soli, j'ai retenu quelque chose de fondamental dans ce que le ministre a dit. Moi, je crois que ce peuple brillant, je ne fais pas injure au peuple congolais, devait se dire. Mais regardez, se concentrer des années 50 jusqu'à aujourd'hui, qui a connu pour une fois 14 ans comme ça, on va arriver à 16 ans, à 15 ans, où nous avons la même constitution. Ok? Mais est-ce que, comme le ministre a dit une chose fondamentale qui est passée un peu comme lettre à la poste, mais il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais l'étude de demain, c'est quoi? Le chef d'État d'aujourd'hui a mis le pays jusqu'à un certain point. Mais le chef d'État de demain nous apporte quoi? Voilà la question fondamentale. Mais celui qui part, on le connaît, mais celui qui arrive, qu'est-ce qu'il nous amène? Les Congolais sont capables de se poser cette question. Qu'est-ce que celui qui arrive demain nous amène? C'est leur avenir qui est mis en jeu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ils peuvent en débattre. C'est même qu'ils en débattent 3 ans avant. Bien sûr. C'est même intéressant qu'ils en débattent. Ce n'est pas la peine qu'ils restent dans des sourdines, parlons sous des couvertures, dans des bus, dans des petites maisons. C'est maintenant qu'ils doivent aussi là pour dire, s'il y a eu un climat de paix, si on a renforcé ces acquis, si on est sorti de quelque part en avance, demain, le président qui est là, il s'en va, mais celui qui arrive demain nous apporte quoi? Va-t-il faire mieux ou faire moins? Alors qu'on ne lui pardonnera pas de faire mal. Bien on sûr. pense que si on a évolué, il faut alors évoluer. Autrement dit, on fera l'éternel recommencement, on ne va pas évoluer. La question est de savoir, il nous apporte quoi? Or, cette question est répondue par les dispositions d'une constitution. Ainsi donc, s'il nous apporte quelque chose, est-ce que cette constitution est disposée à permettre l'élaboration de cette chose, de cette unité, de cette construction? Mais ces questions, pour les poser, on n'a pas besoin de se gêner pour les poser. Ça n'arrange pas l'opposition, parce que c'est impersonnel et impératif, mon Dieu. Mon cher, je crois. On va donner quand même la parole à nos compatriotes, même s'ils font diversion. Mais au moins, vous aurez compris que sur ces questions-là, ils s'expriment, ils donnent leur point de vue. À chacun de vous d'apprécier ce qu'ils ont dit. Mais c'est bon ce qu'ils disent. Nous revenons sur ce plateau. Mais c'est pas ça le but. Et j'indique à tous ceux qui nous regardent à la Cité que nous sommes en direct.
Nous allons leur donner la possibilité d'intervenir, peut-être d'interpeller ceux qui sont sur ce plateau. Mais pour l'instant, on va à la régie. Accordons-nous quelques minutes pour écouter et regarder ce que disent nos compatriotes au sujet de la question sur la modification de la Constitution. À la régie, si vous êtes prêts. Constitution et pourquoi? En fait, sous d'autres cieux, on modifie la Constitution parce qu'on se dit 7 ans, c'est beaucoup. C'est une réalité. Il faut 5 ans au moins. Parce que lorsqu'on a au moins 10 ans de pouvoir, c'est qu'on a beaucoup donné pour la République. On ne peut plus avoir, comme certains le pensent, des pensées aussi larges pour conduire à bien la nation. Donc en Europe, par exemple, en France et ailleurs, le mandat est de 5 ans. Et lorsqu'on a fait 10 ans au pouvoir, je crois qu'on a donné pour la République et on laisse la chance aux autres de continuer. Les termes juridiques sont d'une importance capitale pour la rédaction d'une constitution. Il n'y a que les juristes qui sont habilités à modifier la constitution. Et le politique donne un avis. Donne un avis. Mais ce sont les juristes, en fait, qui ont cette possibilité et cette grandeur de pouvoir bien modifier la Constitution. Parce qu'ils connaissent bien les termes. Mais la loi est fondatrice et structurante. Et les choses valent ce que les hommes valent. Ce sont les juristes qui ont la possibilité et la grandeur de modifier la Constitution. Nous tournons vers la modernisation de ce pays. C'est grâce à un homme qu'aujourd'hui on peut parler du changement. C'est vrai, on peut parler de la modification de la Constitution, mais regardons un peu l'impact positif. Aujourd'hui, on peut marcher du matin au soir, mais grâce à un homme. Donc moi, je me dis pour l'heure, c'est encore cet homme-là. Je ne vois pas encore qui viendra pour modifier la Constitution et après cet homme, qui pourra être à mesure d'aider les jeunes Congolais. S'il juge bon d'associer les juristes pour qu'on modifie la Constitution, mais il doit aussi donner le top à la jeunesse congolaise. Si nous appuyons qu'on passe à la modification de la Constitution, je ne vois pas le mal, surtout que laissons le président finir tout ce qu'il y a à faire. Peut-être 7 ans, 6 ans, 5 ans, mais après, il partira certes, mais pour l'heure, qu'on laisse d'abord Denis Sassou à sa place. Hein. Il n'y a personne. Pour l'heure, je ne vois personne. Si on place quelqu'un au président pour gérer la population congolaise, étant jeune, je ne vois pas. Il viendra pour voler, il viendra pour manger, gérer sa famille. Mais non, laissons celui qui est là nous gérer jusqu'à arriver à son apogée. Bon. Et puis, on laisse le temps faire son temps. D'abord, la Constitution elle-même a un article quelque part, où je sais bien, où il est dit qu'elle peut être modifiée. Mais maintenant, elle peut être modifiée. Mais maintenant, c'est pour quelle cause? C'est ça le problème. On veut modifier la Constitution, oui. Mais pourquoi? Pour un intérêt ou bien pour l'intérêt général de la nation? En ce moment-là, c'est pourquoi je disais qu'il faut d'abord que les politiciens eux-mêmes lancent ce débat. Parce que c'est à eux de savoir pourquoi ils lancent ce débat. Mais sinon, on peut modifier la Constitution, il n'y a pas de problème. Ça ne souffre pas d'une entorse. Ça fait la Constitution est totalement dans son fond juridique. Mais dans son application, elle est totalement politique. Donc c'est pourquoi je dis les deux. Élabore une constitution n'est pas celui qui se réveille un matin qui dit bon, je veux élaborer une constitution ou je veux amender tel article ou modifier. Alors, c'est d'abord à la juridiction, j'allais dire, de savoir si réellement cet article-là souffre ou... Mais maintenant, dans son application, c'est les politiques. C'est le politicien qui sait que, bon, par rapport à ça, bon, voyez-vous, dans tous les États où les constitutions souffrent, ben, c'est les hommes politiques qui lancent le débat. Et en ce moment-là, l'homme juridique est relégué au second plan. On ne le voit même presque pas. D'entrée de jeu, je vais vous rappeler que la Constitution elle-même veut qu'elle soit révisée. Parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles de sa révision. Ça au moins que tout le monde tombe d'accord. Mais il y a un titre dans la Constitution qui parle de sa révision elle-même. Mais sauf que ce titre-là aussi fait des concessions, fait des barrages. Hein? Dans cette révision qui est du ressort du président de la République, ça dit que la compétence revient au président de la République ou bien au Parlement.
Mais il y a, malgré toute cette compétence-là, de ces deux institutions, il y a des articles, des dispositions qu'on ne peut pas réviser comme telles. Par exemple, la durée de mandat, c'est deux mandats seulement. La Constitution fixe 2 mandats une fois, c'est-à-dire le président de la République est élu de mandat de 7 ans, une fois, renouvelable une fois. Voilà. Et cette disposition n'est pas révisable. Et il y a tout ce qui a trait aussi à la souveraineté de l'État, ça, ce n'est pas révisable. Il y a aussi, je pense bien, l'âge du candidat. Ce n'est pas révisable. Sinon, la Constitution peut être révisée. Mais pas remplacée, hein, parce que si vous remplacez la Constitution, ça devient une autre république que vous créez. Voilà. Et pour ne pas créer une autre république, donc on révise. Parce que remplacer, ça veut dire qu'on prend, on le met de côté, et c'est une autre république. La Constitution, c'est un document juridique. Il est juridique. C'est une loi, c'est l'âme d'un pays, la Constitution. C'est la loi fondamentale du pays. Donc c'est juridique. Mais si déjà ce document juridique accepte dans son sein la révision, sa propre révision, mais elle met aussi des garde-fous, mais ça veut dire que c'est juridique. Et du juridisme, on peut passer au social aussi. C'est social parce que celui qui demande, si c'est le président de la République qui demande à ce qu'on révise, ça veut dire que dans l'exercice de ses fonctions, il est buté, n'est-ce pas, à une difficulté de gérer le pays par rapport à la Constitution et il demande qu'on révise. Et le Parlement également, c'est la même chose. Le Parlement constate que la population est butée ou bien les institutions sont butées, ben, ils peuvent demander la révision.